Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir. Et la friandise, c'est à la fois Philippe Monneray qui est à mes côtés. Philippe, merci de nous recevoir sur ce stand qui est dédié en fait à toutes les motos de la saga Monneray. Il y a une vraie saga Monneray. Et nous sommes à Rétromobile, nous sommes vendredi soir. Le salon Rétromobile est ouvert jusqu'à dimanche. Ça vous donne encore 2 jours pour venir voir cette magnifique expo et puis toutes les autres motos qu'il y a autour et puis aussi des voitures sublimes. Philippe, merci encore de nous recevoir sur ton stand. Monneray, c'est quoi? C'est une dynastie, c'est une lignée, c'est une légende familiale. Comment tu qualifierais ça? En toute modestie, Philippe. Parfois, il ne faut pas avoir de fausse modestie justement, non plus, parce que moi, je suis très très fier du parcours de mon père, Georges Monneray, qui a été un pionnier. On en parlait avant l'émission. Mon grand-père, qui n'était pas du tout dans la moto, avec une alcyonnette, il serait rentré avec un déguisement de footballeur. Il serait peut-être devenu footballeur. Et tu serais entraîneur au PSG aujourd'hui, probablement. Oui, je ne pourrais pas être dans la moto. Oui, j'imagine. Et du coup, voilà, tout est parti de mon père il y a une centaine d'années. C'était 1926 ou 27. Donc, c'est vrai que c'est pas une question, mais il y a quand même peu de familles qui... Il y a la famille Honda, par exemple, de Jackie Honda, des familles qui sont là depuis très longtemps. Les Guigna-Baudet, je pense aussi. Nous, on a été un petit peu plus médiatisés par différentes choses, parce que mon père déjà était assez bon là-dedans. Oui, mais par un palmarès, par des records, mais ça on va y revenir après. Des records, un palmarès. J'ai eu donc, j'avais 2 demi-frères aussi. Jean, qui était très fort, et Pierre, qui a été le premier Français à gagner en catégorie Rennes, avec cette superbe Gilera. On va y revenir tout à l'heure. En fait, toi, pour clarifier un petit peu les choses, on le précise, en fait, il y a un gros écart d'âge entre ton père et toi. Il y a eu 50 ans, ce qui fait que la lignée, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. La lignée, c'est ton père, tes 2 demi-frères, qui tous étaient dans la moto. Et toi, en fait, dès l'âge de 2 ans, tu étais déjà impliqué dans les délires familiaux. Et d'ailleurs, derrière, c'est toi là, sur la mobilette, à l'âge de 12 ans. De 12 ans, ouais. Voilà. À 2 ans, là, tu parles du record du raid Dunkerque-Monte-Carlo, dans une petite remorque, derrière un 50 2 temps, ça veut dire qu'il fume. Oui, ça veut dire que tu sentais bon à la fin, là, il y aurait la DAS direct. Mais là, c'est ce que j'allais te dire. Ça, aujourd'hui, on fait ça, mais tu as les services de l'enfance qui tombent dessus. Et quand on s'est arrêté pour faire le plein, il pleuvait, ils sont aperçus, ils n'avaient pas prévu que dans la remorque, j'avais de l'eau jusqu'ici, jusqu'à la taille. Donc, ils m'ont séché au sèche-cheveux dans une station-service et ils ont percé des trous pour que l'eau s'évacue, et puis après pour que ça s'évacue, parce qu'il continue à pleuvoir, et on est reparti. Et avec la fumée, avec l'eau. Est-ce que ça laisse des traces? Je sais pas. Je sais pas, mais ça aujourd'hui, de toute façon, c'est direct les services à l'enfance qui te récupèrent sur la route. Oui, comme quoi, moi, ça me laisse des bons souvenirs. Je m'en souviens pas forcément. Je me souviens de l'essai qu'on avait fait avec une autre remorque autour de notre résidence à Saint-Cloud. Je me souviens de ça, donc j'avais 2 ans et demi. Mais je me souviens pas du raid. Toute ta vie, au plus loin que remonte ta mémoire, tu as été entouré de motos, tu as vécu dans la moto, c'est son truc en fait. C'est tombé dedans quand toi tu été en fait t'es Astérix, c'est tombé dedans quand t'étais petit quoi. Obélix. C'est souvent parce que ma femme m'appelle l'Obélix de la moto parce qu'elle en peut plus. Elle travaille avec moi, elle s'occupe de la com de l'école. Toute ma vie a été autour de la moto, sur la moto aussi. Puis maintenant avec mon école, je continue les stages et puis j'ai aussi la chance que mon fils continue l'école et donc on perpétue un peu cette saga Monneray, parce que moi, si j'avais pas fait pilote de moto et après, j'aurais bien voulu être historien. J'adore l'histoire, ça me passionne. Et donc je trouve que c'est des stands comme ça, c'est incroyable. J'ai l'impression que je vois un peu ma vie défiler même, parce que toutes ces motos. Alors, la Gilera, moi, j'étais pas là, j'étais pas né. La Keller Escoffier, j'étais pas né. J'ai roulé avec, mais j'ai pas vu rouler. Moi, j'ai vu rouler cette AR Mackie. J'étais môme. J'étais là au record de la BSA. Donc, c'est toute une partie de ma vie qui défile devant mes yeux. Et j'ai une chance incroyable. C'est pour ça que c'est pas modestie, pas modestie. C'est pas vraiment ça. C'est la chance d'être toujours vivant déjà, parce que les garçons qui ont gagné le 24 heures du Mans avec moi, Bruno Bonnehuile et Rachel Ecotte, n'ont pas eu cette chance-là. Ils sont plus là. Tout ça, c'est important pour moi. Et puis, je vais recevoir des amis aussi sur ce stand. Hervé Moineau, par exemple, Didier de Radiguez qui arrive de Belgique. Tous ces pilotes que j'ai rencontrés, qui sont devenus mes amis et qui ont partagé notre passion. Mais c'est une chance énorme. Et c'est pour ça que souvent, et je me faisais engueuler sur Eurosport, je parlais de Leslie Graham, qui était le premier vainqueur en catégorie Rennes. Mais personne connaît, machin. Mais personne connaît, mais il a été champion du monde MotoGP. En quelque sorte, c'était 500. Et c'était Leslie Graham a fait des records avec mon père, s'est battu. Alors, mon père est arrivé un peu tard pour les Grands Prix.
les Grands Prix sont arrivés un peu tard pour lui. Oui. Et c'est Pierre qui a pris le relais. C'est Pierre qui a pris le relais. Et qui a permis d'être le premier Français à avoir gagné un Grand Prix. Mais tout ça, moi, je connais des anecdotes de mon père d'avant-guerre. Son ami Jean Roland, par exemple, il s'est tué en 1933. Ça a été un énorme déchirement que j'ai connu, moi, par la suite avec Bruno Bonnehuile et d'autres. Mais Bruno Bonnehuile me vient plus parce que c'était vraiment mon coéquipier et avec qui on partageait beaucoup de choses. Voilà. D'accord. On dit souvent que parfois, dans certaines circonstances, la vie défile au ralenti. Là, elle défile très vite parce que quand tu vois les performances de toutes ces motos-là, c'est quand même assez impressionnant. Ce que je te propose, Philippe, c'est qu'on ne va pas avoir le temps parce que Fred, qui est derrière la caméra et la technique, a pas envie de se taper 5 heures de montage d'émission d'ici vendredi soir. Quel feignant. Ouais, c'est un gros feignasse, toi, mais c'est comme ça. Et en fait, on va faire un petit zoom, si tu veux, sur... Mais t'aimes pas la moto, quoi? Si, il a une Deauville. Attends, il a une Deauville qui tient du scotch. Et au point qu'on la surnomme le hamster. C'est-à-dire que, en même temps, vu ses trajets quotidiens, faire ça en colère Escoffier 1935, je suis pas sûr que ce soit adapté. Voilà. Ce que je te propose, il y a trop de motos. Il y en a jamais trop, mais il y en a trop pour l'émission. On va faire un petit zoom, un petit focus sur 4-5 motos qui te touchent particulièrement, même si toutes ont une histoire qui est liée à la saga Monneray. Je te propose de commencer avec cette colère Escoffier qui était probablement la moto préférée de ton père. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'était la moto préférée de mon père parce que c'est une moto déjà extraordinaire. Alors déjà, bel objet. Quand tu vois une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Bon, ils s'étaient pas emmerdés avec la suspension arrière, ils en avaient pas fait. C'est du poids en moins. Ouais. Voilà. Donc ça faisait quand même 80 chevaux. Ça 80 chevaux en 1935. Ça marchait à l'alcool, benzène, acétone, parce que les carburants étaient pourris. Ça freinait pas. Mais en revanche, à l'époque, il y avait les courses auto et moto, c'était le même jour. Et lui battait les records d'ascension de courses de côte. C'était surtout pour les courses de côte. Cette machine, ça battait tout. C'était plus rapide que les voitures de l'époque, les Bugatti, que en tout accélération, et il y avait quelques virages dans les courses de côte, ça gagnait tout. Toi, tu l'as essayé? Je l'ai essayé une fois. Ça fait peur ou ça fait très peur? Ça fait pas peur. Sérieux? Non, ça fait pas peur dans le sens où c'est impressionnant. C'est comme la BSA là-bas, mais en plus vieux. Tu te dis, tu comprends pas que tu peux rouler vite avec un truc comme ça. Quoi. Ouais. Mais le moteur était incroyable, ça marche quand même. Oui, j'imagine bien. Tu dis que ça faisait pas loin de 80 chevaux. 80 chevaux en 1935, c'est quand même étonnant. Et tu sais, quand tu montes sur une moto comme ça, tu appréhendes toujours la légende. Oui. Mais tu as toujours un petit peu de déception par rapport à ce que tu imaginais dans ta tête. Parce que ça fait 80 chevaux, c'est 80 chevaux, quoi. C'est pas non plus... Oui, c'est pas 200, ouais. Mais 80 chevaux sans frein, sans suspension, dès qu'on veut attaquer, tu te demandes comment est-ce que... Quand tu vois les photos, ils prenaient de l'angle. Oui, c'est ça. Et moi, j'étais bien incapable d'attaquer avec ce genre de moto, comme il faisait. Regardez, il y a une légende, Michel... voilà. Michel Chevalet qui est venu nous voir. Michel Chevalet, une légende au milieu des légendes. Lui, il l'a vu rouler la Calère Escoffier en 1935. D'accord, très bien. Tu l'as vu rouler, Michel, cette Calère Escoffier? Voilà. Je te propose de passer à cette Gilera, puisqu'en fait ton demi-frère était le premier Français à gagner un Grand Prix 500. Ouais, voilà. Avec cette machine qui est étonnante à plus d'un kit, déjà le double arbre, l'ergonomie particulière, mais à la fois un mélange de modernité entre le début de l'aérodynamisme et puis des poignées contre 30 ans de retard et des leviers contre 30 ans de retard. Mais t'as vu, le carénage, il est en alu. Il est en alu, ouais, il n'y avait pas de carénage en poly. Ouais. Là, il n'y avait pas de bulle en plastique. C'est une moustiquaire. Tu vois, ça n'existait pas. C'est une machine. Alors là, on est entre 70 chevaux pour cette 500. Il s'est monté jusqu'à presque 80. Ça a monté à combien, ça? Alors, celle-là, elle doit faire à peu près 250 km/h, mais il y en avait qui faisaient un peu plus avec le carénage intégral. D'accord. Mais c'était... Pourquoi des vitesses comme ça? Parce que les circuits étaient extrêmement rapides, avec des grandes lignes droites. Ce qui serait maintenant sur un circuit comme le Bugatti, par exemple, pour que les gens comprennent. Tu aurais du mal à monter à 200? Si tu ferais quand même, je pense que tu ferais 200, 210 quoi. Ouais, d'accord. C'est déjà bien avec des freins tambours et des guidons comme ça. Moi, ce qui me fascine sur ces motos d'époque, c'est l'ergonomie qui est tellement différente des motos d'aujourd'hui, où tu es totalement figé sur la moto. En fait, tu es dedans et tu penches comme ça. Mais tu vois, il y a déjà déjà par rapport aux motos un peu plus modernes, on voit que les pilotes étaient assis pratiquement sur l'axe de roue arrière, très derrière, mais on a déjà une progression par rapport à celle de la Keller. On a des suspensions, il y a de l'aéro. On parle de l'aéro, ça je pourrais en parler par rapport aux discussions que j'avais eues avec Jean-Pierre Jabouille, mais il y a quand même avoir de l'aéro, mais de l'aéro en bout droit. En bout droit, ouais. L'aéro de maintenant, c'est de l'aéro. C'est de l'aéro pour vraiment du vrai aéro, gérer les virages. Ouais. Écoute, belle pièce de musée. C'est énorme une moto comme ça. Une moto comme ça, c'est assez incroyable, le look et l'histoire, et puis les fonderies du haut moteur. Enfin, c'est juste
que des motos comme ça, je pense que des vraies, hein, ouais. Ça c'est une vraie, il en reste à peu près 4 ou 5 dans le monde. Ouais. Il y en a eu une dizaine de fabriquées. Et la Keller Escoffier, elle est unique. Donc déjà là, on est dans le. Déjà là, ton assureur a des gouttes sur le front. Ouais. Il y a une particularité qui est très intéressante de votre histoire familiale. C'est au-delà, parce que ta famille aurait pu se contenter d'être pilote de course, comme quasiment tous les pilotes de course. Mais vous, il y avait un truc en plus. Il y avait ce souci quasi constant de battre des records, y compris les plus improbables. On a derrière toi une photo de la traversée de la Manche en Vespa. Ça, c'est un truc, comment tu te lèves un matin en disant tiens, et si je traversais la Manche en Vespa? Alors moi, je sais. Là, toi, tu sais. Bah, moi, je connais l'histoire. Mon père revendait dans ses magasins des Vespa. Ouais. Il a été voir Monsieur Piaggio en Italie, Monsieur Piaggio avait un petit radeau comme ça avec un Piaggio parce qu'il y avait refroidissement par turbine. Donc c'était possible. Et là il s'est dit, lui qui était toujours à l'affût de publicité quand même, parce que pour ses magasins, et puis aussi comme j'ai toujours essayé de garder aussi pour la notoriété de la moto, pour l'image de la moto, et plutôt la tirer vers le grand public pour la faire aimer et qu'elle soit le plus populaire possible. Et il a fait Paris-Londres, c'est-à-dire qu'il est arrivé à Calais, il a mis la moto sur ce truc-là, avec le rouleau, ping, il a mis en seconde, à fond, il savait pas nager. Il savait pas nager. Il avait un gilet, une bouée. Ouais, il avait un canard, je sais pas. Autour de la taille. Il l'a fait. Ouais. Et ça a marché la première tentative? Non, il a cassé l'arbre sur la première tentative, ils ont fait demi-tour, ils ont recommencé. D'accord. Mais il l'a fait et c'est des choses qui marquent les gens. C'est marrant parce que Georges Bonneret, ça a quand même été une star incroyable de la moto. Et moi, quand j'ai débuté, on me disait « Ah, vous êtes le fils de Georges Bonneret. Ouais. » Et puis maintenant, le mec, il me dit « Ah bon, ton père… » Ton père, bah oui, les rôles ont été inversés. Et Georges, c'est le père de Philippe. Mais en termes de choses qu'il a fait, et il n'y a pas de commune mesure. Ça va comme ça. Les petites motos, ça, est-ce qu'on est sur le 50 dans lequel il y avait la remorque? Voilà. Et tu as traversé la France, tes premières joies et tes premiers sévices à moto en fait. Voilà, j'avais la tête dans le tuyau d'échappement. Ouais, d'accord. Huile de synthèse parfumée à la fraise ou à l'époque c'était. Je sais plus, mais c'est pas très bon pour. Autre moto de record? Ouais, de raid. De raid. Hein, on va appeler ça. Il y a les records. Il y a les records et les raids. Des records, parce que les records, pour moi, il y a une performance. Et puis, il y a les véhicules de raid, par exemple, ce Vespa, on en parlait à la traversée de la Manche, mais il y a eu Paris-Sibé-Saoud, il y a eu aussi Paris-Alpe d'Huez. Voilà. Il y a le Peugeot 104. Alors là, c'est un raid, à moitié un record. On a fait 1256 km en 24 heures, avec un petit 50 à Montlhéry. C'est pas mal. Et ça, c'est Paris-Alpe d'Huez en 1948. Et ça me permet de parler de Jean, parce que Jean qui était très fort, peut-être même plus fort que Pierre, mais qui, malheureusement, en faisant le tour du monde avec la puce, il a percuté le camion qui venait mettre les lampes tempête. D'accord. Donc il a fait 2 ans d'hosto, brûlé, colonne vertébrale, ça. Il est revenu quand même. Et après, il a eu de nouveau un accident où il s'est fait couper la jambe plus tard. Donc lui, ça a été plus compliqué. Autre moto, on a dit qu'on ne pouvait pas toutes les voir, mais typiquement, une des dernières motos que ton père a utilisées, c'était pour battre des records avec cette BSA. Ouais. Avec cette BSA. Et alors ça c'est le 3 cylindres qu'on avait aussi sur les Triumph. Quel type de record a-t-il battu avec ça? Mon père a battu 183 records du monde à Montlhéry. 183 records du monde. Mais là on est maintenant, il avait 60, il avait à peu près l'âge que j'ai maintenant, à peu de choses près. Et donc là, il a battu des records de France. Parce qu'il s'occupait de l'importation BSA Triumph. C'est lui qui a fait venir les Anglais pour gagner le bol d'or en 70 et en 71. La machine de 70 du bol d'or, elle est comme celle-là. Hein. C'est à peu près ça, en Triumph. Donc le moteur à plat, etc. Mais bon, pareil. Et là, il a fait des records. Donc 400 mètres départ arrêté, kilomètres, 10 km, voilà. Un 400 DA avec ça fait quoi? 12 secondes quelque chose? C'était 12 secondes 4, je crois. C'est bien déjà, hein, parce que tu vois qu'aujourd'hui, pour faire 11 avec une moto sportive, il faut déjà être doué au guidon, quoi. Tu vois, 12 secondes 4. 12-4 avec une moto de 68. Voilà. Donc, Philippe, on a une dernière étape de ton rapport à la moto, c'est toi comme pilote et comme pilote de haut niveau, puisque tu as remporté les 24 heures du Mans avec cette OW01. C'est quoi le souvenir de gagner le Mans quand tu es une moto privée et quand à
5 heures de la fin, il y a encore 5 motos d'usine devant toi et qu'elles cassent toutes une par une, je crois, ou qu'elles tombent, et que les choses, le destin s'inverse à 4-5 heures de l'arrivée, quoi. On se dit, on y croit, c'est trop beau pour être vrai. Non, qu'est-ce qui se passe ? On était pas mal quand même toute la nuit, on était pas mal. Mais vous étiez dans les 5-6e positions ? Ouais, on était, je crois que le matin on était plutôt 3. Ouais. Mais je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'était la première fois qu'Yamaha gagnait une course de 24 heures. Les gens de Yamaha étaient là parce que ils avaient prêté une Yamaha à des journalistes. Oui, Eric Sélis, Philippe Gors et Bruno Vecchioni. Voilà. Je sais. Donc, mettons qu'on soit 3 ou 4, je sais plus. Ouais. Eux, ils étaient plutôt 20 plutôt dans cette position-là. Ouais. Mais bon, nous, on n'avait pas la même moto, mais quand même. Et ils s'occupaient beaucoup des journalistes et jamais de nous. Et ils venaient voir les journalistes. Ouais. Et moi, à un moment donné, je lui dis... C'est pour ça qu'on était 3 dans la nuit, parce que je lui dis, tu vois qu'on est quand même 3, tu peux... Ouais. Et il me dit, on mettra jamais un doigt dans l'endurance. Et ça, c'était JCO ? Non, pas JCO. D'accord. Non, JCO n'était pas comme ça. Ouais. Mais bon, il pensait pas. Et JCO m'a envoyé un formidable... télégramme de remerciements parce qu'il a vu qu'on avait fait avec Yves Carlo d'ailleurs qui avait fait ça avec Rachel Nicotte et Bruno Bonnehuile, mais Rachel Nicotte qui fait un formidable dernier relais parce qu'on avait les 2 Kawasaki derrière, notamment la numéro 5 qui remontait fort, et on a gagné avec 1 minute je sais pas d'avance, mais pas grand-chose. Magie de l'endurance. On s'en fout ce qui compte, c'est de gagner. Voilà, ce qui compte, c'est de gagner. Tout à fait. Voilà. Philippe, on va terminer sur une chose. Derrière moi, il y a ce qui est pour moi le fantasme absolu d'un truc avec 2 roues et un moteur, c'est une 500 de Grand Prix. Tu as fait 2 fois le Grand Prix de France en GP 500. Tu as marqué 1 point. Tu es donc sur les tablettes de la FIM en GP 500. Pierre. Et je pense qu'il n'y a pas, avec ton demi-frère Pierre, et je pense qu'à la fois il n'y a pas beaucoup de monde et il n'y a pas beaucoup de familles. Il y a les Marquez aujourd'hui, mais les Marquez, les Sarons, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui peuvent se vanter de ça. Ça fait quoi ? Est-ce que ça, c'est le truc ultime à piloter ou pas tant que ça ? Fais-moi rêver, Philippe. C'était le truc ultime à l'époque. À l'époque. Et c'est des sensations qu'on retrouvera plus vraiment jamais. parce que même si parce qu'il n'y a pas d'électronique. Donc l'électronique, c'est la poignée de gaz. Ça fait quand même 190 chevaux. C'est un peu brutal. Juste un peu brutal. C'est léger. Voilà, mais c'est domesticable ou tu te dis toujours qu'elle va t'en coller une et qu'il faut quand même. C'est-à-dire que quand on arrive comme ça pour faire un Grand Prix, c'est compliqué. Hein. Mais on arriverait dans la Coupe XJR, si quelqu'un venait faire une course avec nous, il n'y arriverait pas non plus. Il y avait moins de différence, mais quand on connaît bien une moto, c'est quand même plus facile. Donc en 2 Grands Prix, c'est compliqué, mais je me suis régalé, quoi. C'était incroyable. Alors. Le problème, c'est que j'avais cette moto à prêter et il m'avait dit, c'était Serge Rosset, t'as pas le droit à la chute. Oui. Bon, parce que on a. Donc tout de suite, tu perds une demi-seconde. Et donc, il fallait aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'était. Je me suis retrouvé en plus en bagarre avec Bruno Bonnehuile à un moment donné. D'accord. Voilà. Donc c'était rigolo. C'est des motos incroyables parce que on sait que d'abord on est en catégorie Rennes. Donc on est avec les meilleurs pilotes du monde. Ça fait plaisir, ne serait-ce que ça. Et puis on dispose, même si les ROC n'étaient pas les machines d'usine, oui, mais enfin, t'as quand même du matériel. Il n'y a pas beaucoup mieux. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Il n'y a pas beaucoup mieux. Il y a peu d'écart. Surtout, surtout à cette époque-là, je trouve que c'était assez serré en termes de matériel. D'accord. Philippe, une dernière question. La moto, c'est quoi pour toi ? La moto, c'est ma vie. Ouais, c'est bien. La moto, c'est ma vie. Et la moto, tu me parles de ça, c'est incroyable, mais quand je vois mon Peugeot 104, par exemple, je dis pas que ça me fait le même effet, mais presque. Parce que j'ai pris autant de plaisir à piloter avec mon père le Peugeot 104 à faire le Grand Prix de France avec la 500 Rock. Tu sais quoi, ça nous fait 2 points communs, le prénom. Et alors moi, j'ai jamais roulé là-dessus et c'est mon rêve absolu, mais j'ai autant de plaisir. J'ai autant de plaisir à rouler sur une Panigale V4 de connard qui a traversé la France en 125. Voilà. Et je pense qu'aller plus loin dans cette émission, ça serait trahir cet esprit de spectre absolu, de liberté absolue et de plaisir absolu que constitue l'univers de la moto. Merci Philippe de nous avoir reçus. Merci de vous venir. Qui nous regardez ce vendredi soir, sachez que l'expo est ouverte jusqu'à dimanche soir à Rétromobile, qu'elle vaut le coup parce qu'il y a des motos incroyables, pas mal, des même, histoires incroyables, des bagnoles incroyables. C'est ça aussi Rétromobile. La Ferrari Soubach, c'est 15 millions d'euros. C'est ça. Vous voyez que nous, on est petits joueurs.
joueurs. Les petits joueurs. Philippe, merci encore de cultiver cette passion qu'on t'a transmise il y a quelques décennies, de la cultiver avec autant de ferveur et de sincérité. Cette passion qui est née pratiquement il y a un siècle. Ah ben voilà, un siècle dans la famille. Voilà, c'est ça la moto. Dites-nous ce que vous pensez de la passion, dites-nous ce que vous pensez de Philippe Monneret. Dites-nous ce que vous pensez des 500 de Grand Prix, de la Deauville de Fred à la technique. On est prudent en 500 de Grand Prix, en Deauville, sur toute autre chose. Ce que j'en pensais de la Deauville. Mais je sais pas, il faudrait que j'essaye, peut-être je pourrais prendre du plaisir. C'est pas... Non. Hein, bon. Non, il y a des limites à tout et là on l'a atteint. Voilà. Merci, on est prudent, à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag.